Bonjour, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur. Je suis très heureux, nous sommes très heureux d'engager cette discussion avec vous sur la question de la justice, qui est une question qui nous tient beaucoup à cœur, de la différence entre la justice et le droit, et donc sur la question, ou autour de la question, quelle justice pour notre monde ? Quelle justice pour notre monde que l'on dit être en crise ? Mais d'abord, je voudrais vous poser une première question. Est-ce que notre monde est en crise ? C'est-à-dire, est-ce que le terme « crise » demeure toujours aujourd'hui approprié ? Sûrement pas. Le terme « crise » nous a trompés profondément. L'économie l'a volé à la médecine. C'est un terme d'origine médicale qui vient d'un mot latin, crisis, qui décrivait la phase très forte d'une maladie. Le mot de crise il vient de la médecine et il décrit la phase forte de la maladie, celle après laquelle le malade meurt ou bien en échappe. Absolument. Et l'après-crise, c'est le retour à la santé. Si bien que l'emploi de ce mot laisse supposer qu'on connaît la non-crise, la normalité qui est la santé. Et le seul emploi de ce mot laisse supposer que c'est ça qu'on calcule ou qu'on espère. Or, nous vivons des choses tout à fait différentes et nous vivons, dans bien des domaines, des changements qui modifient complètement la manière dont les choses se présentent et qui ont pour résultat qu'après ne sera plus jamais comme avant. Premier élément. Deuxièmement, le singulier. Il nous arrive l'épouvante de devoir faire face à une demi-douzaine de menaces vitales pour la planète qui tombent à la fois, sans nécessairement de raison de relation de cause à effet entre elles. La première, c'est l'arrêt de la croissance en pays développés. Il y a une espèce de maturité du système capitaliste qui entraîne ce résultat que dans tous les pays développés, vous avez 40% de gens en tout qui sont soit chômeurs, soit surtout précaires. À ça s'ajoute une deuxième difficulté majeure, qui est la désorganisation du système financier. Ces causes n'ont rien à voir avec les premières, et ça aggrave tout, bien entendu. Et maintenant, après 70 ans sans une crise financière, de 1934 à 1982, nous enchaînons une vaste crise financière, au moins régionale, sinon mondiale, tous les 4 ou 5 ans. Il y a eu l'asiatique, il y a eu la sud-américaine, il y a eu la crise de la e-économie, il y a eu la crise des... comment ça s'appelait ? De la titrisation et des subprimes, etc., etc. Et puis la crise de l'euro en 2002, et puis naturellement la grande de 2006-2009. Les raisons n'ont rien à voir avec celles qui mettent la macroéconomie en panne, mais naturellement ça aggrave tout. Là-dessus tombe le réchauffement climatique. Rien à voir, encore autre chose, mais qui aggrave tout. Car pour y répondre, il faudrait disposer de puissances d'investissement qui nous sont enlevées par le cumul des deux premières crises. Pendant ce temps-là, les conflits, les guerres d'identité se multiplient dans l'Asie de l'extrême-est, dans tout le grand Moyen-Orient. Le 1,5 milliard de musulmans s'entre-déchirent pour les régler des conflits entre sunnites et chiites qui ont plus du demi-siècle, presque un millénaire d'ancienneté. On ne sait pas faire, nous regardons sans y rien pouvoir, alors que visiblement, les martyrs là-dedans ont besoin sans doute d'une aide militaire pour empêcher le martyr. Tout ça tombe à la fois. Tout ça est très nouveau. Et tout ça est très nouveau à la fois pour les systèmes de concepts avec lesquels les gouvernements peuvent réfléchir, et surtout la taille, la dimension, nous ne sommes absolument pas habitués. Donc le singulier est déjà une faute. Donc il y a multiplicité de mutations dangereuses qui nous tombent dessus à la fois. Voilà le vrai vocabulaire. Donc, mais il y a vrai danger. Et notamment dans l'ordre financier, la crise des subprimes et de la titrisation, elle est vieille de 7 ou 8 ans. Or, rien n'est changé. La masse des liquidités spéculatives dans le monde atteint maintenant 800 trillions de dollars, c'est-à-dire plus de 3 fois le produit brut mondial. Une somme d'argent qui sert pour 95%, sinon davantage, à la spéculation et non plus à l'investissement, et qui est construite comme un château de cartes et pourrait exploser n'importe quand. Voilà où nous en sommes. Alors, abandonnant le monde crise, je suis le premier d'accord. Mais c'est un vrai danger.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce concept, comme vous l'avez dit, nous vient du lexique médical, du lexique juridique aussi, ou encore philosophique, où il signifie un point tournant. Un point tournant. Un point tournant où une situation peut être analysée, examinée, mesurée, et par là même jugée et dépassée, et surpassée. Ainsi, si elle est surpassée par la loi d'action capable de la comprendre, de comprendre l'origine de la crise. Or, nous nous trouvons... Vous revenez au singulier, voilà. Je ne me retrouve plus. Non, alors là, c'est très important. C'est très important de dire que c'est peut-être plus dans une situation de crise où nous nous trouvons, parce que nous avons encore recours à ce terme. Le terme revient dans toutes nos discussions, il revient dans tous les textes, en y mettant une obscurité générale. Absolument, absolument. Alors, si on ne peut pas parler de crise, devant notre contemporanéité et devant les mutations que nous constatons à l'échelle planétaire, devant le dérèglement climatique, vous l'avez dit, devant l'affaiblissement du pouvoir politique, vous en avez parlé, devant les conflits religieux qui se multiplient, et je ne vais pas répéter, devant aussi la prolifération de l'arme atomique, qui n'est pas, comme l'avait si bien vu le philosophe Günther Anders, dès les années 1960, n'est pas n'importe quelle arme. Elle marque plus que tout autre que notre possible extinction. Alors, quel est, d'après vous, un terme qui conviendrait pour décrire cette situation qui est la nôtre? Moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas nominaliste, je n'ai pas besoin d'autant de sémantique. Je suis un combattant, je traite les urgences, la première est financière. Et dans l'ordre de la finance, ce ne sont pas des règles du jeu qui collent, qui sont en difficulté ou qui créent la difficulté, c'est une forme de la pensée qui a dérivé. Dans ce domaine de l'économie et de la finance, le savoir humain a dérivé, et c'est les détenteurs de ce savoir, les mandarins de ces deux choses, en refusant d'ailleurs de travailler complètement ensemble, l'économie se croit distincte de la finance, et la finance a prétendu à son autonomie, ont essayé de nous faire croire d'abord que le marché était auto-équilibrant. Or, il suffit de regarder ce qui se passe. Quand il y a 35-40% de chômeurs et de précaires, c'est que le marché n'est pas auto-équilibrant, pardonnez-moi. Et deuxièmement, tout équilibre de marché sectoriellement serait optimal. C'est le mot employé par cette science. Ce qui est vérifié faux par la théorie aussi. Donc là, nous n'avons pas incriminé des règles de droit, nous avons incriminé des modalités de la pensée. Oui. Ce n'est pas de même nature, mais il faut se remettre de ces erreurs qui ont mis le monde là où il est. Probablement, les facteurs les résultats que cela produit dans l'ordre économique sont aggravants des incitations à la violence. Dans une économie qui se détériore, la qualité de l'identité de chaque personne et même de chaque collectivité d'hommes est affaiblie. Et il y a une relation avec la remontée en puissance des conflits identitaires. Et même une relation sans doute avec la recherche de solutions non rationnelles, transcendantales, d'où l'interférence du fait religieux dans cette affaire. Alors, je vous laisse le besoin d'un vocabulaire unifiant. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il y ait intelligence et pertinence dans le traitement du cas par cas. Alors, c'est très intéressant, si vous me permettez, parce que le cas par cas, le singulier, parce que nous, ce qui nous intéresse, nous, en tant que philosophes, c'est la question de savoir comment faire en sorte qu'il y ait une négociation entre le droit, parce qu'on ne va pas abolir le droit, enfin, ce serait rentrer dans l'abîme, et la justice. La justice qu'on ne peut pas réduire au droit. La justice étant une idée qui est autre que le droit, qui doit œuvrer autrement que le droit, qui doit avoir... Alors, c'est là pour le coup qu'on pourrait peut-être entrer dans un discours de transcendantal, qui doit donner la condition de possibilité pour que le droit puisse fonctionner, mais qui ne soit pas réductible au droit. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à ces crises
toutes les crises, on va utiliser le pluriel parce que le singulier, on a vu que c'était problématique, donc les crises. Moi, j'aime bien les menaces ou les difficultés. Les menaces, c'est des mutations. Voilà, des mutations. Alors, ça aggrave la question. Ça aggrave la question puisque qui dit mutation dit impossibilité de sortir du mouvement qui se meut. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est l'idée de justice pour notre contemporanéité, alors que nous sommes dans un mouvement de mutation que rien ne peut limiter ou arrêter ou interrompre. Ma manière de travailler, de fonctionner, mon métier, ne m'ont pas conduit à cette globalisation de la recherche et de la pensée. De plus, chaque discipline de l'esprit crée son propre vocabulaire. Et mon approche n'a pas le même vocabulaire que la vôtre. Pour moi, la justice, c'est d'abord l'institution. C'est un corps de droit respecté, c'est des juges, c'est des tribunaux qui fonctionnent, c'est des arrêts que l'on produit, c'est des sanctions que l'on prend. Et dans ma tête à moi, le droit, c'est le corpus. C'est la somme des écrits ou des coutumes et des jurisprudences. Écrits, coutumes et jurisprudence, il y a 3 sources, qui créent la probabilité que tel problème de déviation par rapport au corpus hérité soit traité de telle manière ou de telle autre. Or, nous sommes très clairement dans une situation où les difficultés qui nous assaillent, j'aime pas appeler crise, je pense que le mot est faux et nous trompe. Les menaces qui nous assaillent donnent l'impression d'appeler un changement du corpus du droit pour le traiter, ce que le monde de la justice nie. Et c'est dans cette situation qu'il y a des drames. Quelques anecdotes tout de même. D'abord, j'ai été très frappé, j'en ai beaucoup voulu, lorsqu'un gouvernement espagnol, enfin, celui de M. Zapatero, avait décidé de commencer des négociations, des conversations avec un organisme criminel qui s'appelait ETA et qui s'apprêtait à renoncer au mouvement armé. L'opinion publique espagnole a beaucoup hésité, il y a eu des pour, il y a eu des contre, il y a eu au Parlement des difficiles majorités, mais un corps unanime qui s'est conduit de manière à rendre tout ça impossible, qui est le corps des juges. Parce que le seul objet d'une telle négociation eût été nécessairement une réforme de la Constitution. Ils étaient gardiens de la Constitution, ils se sont arrogés le pouvoir de décider qu'il ne fallait pas modifier la Constitution au prix de la paix, au prix de la non-conclusion. Il faut le faire. De la même façon, lorsque chargé, et je suis Premier ministre depuis 3 jours, je suis en charge de chercher une issue au conflit de Nouvelle-Calédonie. On passe le temps à chercher dans quelles conditions les gens là-bas, les communautés, pourraient accepter de se reparler, ce qu'elles ne font pas, entre elles et avec l'État français. Au terme de cette enquête de 5 ou 6 semaines, on les fait venir à Paris. Mais dans la délégation kanak, des indigènes qui étaient en insurrection d'une certaine façon, la moitié des membres étaient recherchés par la justice, au moins pour témoignage, au cas de complicité de meurtre. Il a donc fallu que je les fasse protéger par la police de l'État contre la police de la justice. J'ai donc violé la Constitution. Et je l'ai violée d'une autre manière. Il a fallu que je m'engage avant à ce que le gouvernement puisse tenter de faire suivre ces accords d'une loi d'amnistie pour des criminels ayant tué des gendarmes français. Je n'aurais pas gagné politiquement. J'étais bon pour la haute cour. C'était une forfaiture. J'ai gagné politiquement. On n'en a plus parlé. Mais il a fallu que la Constitution ne m'intimide point. De plus, la Constitution de la République française est profondément jacobine, centraliste. Tout le pouvoir appartient à la souveraineté du peuple, représenté dans son Parlement, et aucune section du peuple ne saurait s'en arranger quoi que ce soit, même pas une collectivité territoriale. Nous sommes plus jacobins, plus centralistes que tous les autres peuples de la Terre. Or, il était nécessaire en Nouvelle-Calédonie de créer, puisqu'on ne pouvait pas, l'indépendance n'avait pas de sens tout de suite. Et d'ailleurs, les Kanaks ne la demandaient même pas pour tout de suite, ils voulaient un temps d'apprentissage. Donc il fallait décentraliser assez de pouvoir pour que l'autorité municipale kanak apprenne à gérer. Donc nous avons fait un territoire fédéral
C'est-à-dire que le pouvoir appartient aux communes et le pouvoir du territoire en Nouvelle-Calédonie n'est que délégué depuis les communes. C'est le contraire de la Constitution de la République. Je l'aurais baptisé fédéral dans l'écriture de l'accord final. Le Conseil constitutionnel aurait été alerté, il aurait cassé le tout. Il n'est pas baptisé, le nom est hypocrite, personne n'en sait rien. Donc ça marche toujours. Nous avons, sans la facilitation du droit, mais l'institution de la justice, elle est respectée, mais on lui a foutu la paix. On a même été content de ce qu'elle ne s'en saisisse pas. Mais tout ça est assez grave. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un événement formidable, tout à fait nouveau. 2014, et pour la première fois depuis un demi-siècle, la première année sans un crime politique en Corse. Depuis un demi-siècle, pour la première fois. Ça n'empêche pas que la Corse est la Corse et qu'il y a eu 80 crimes mafieux. Mais mafieux, et reconnus comme tels. Cette chance inouïe, qui se combine avec une autre. La Corse a vécu, depuis le début du moment où elle a des conseils généraux, une extraordinaire division interne. N'arrivait jamais à produire des majorités autour de choses raisonnables. Elle ne délibérait que sur des symboles, elle emporte-pièce de manière excessive. Voilà 1 an et demi maintenant que l'Assemblée unique de Corse arrive à produire des majorités derrière des textes qui répondent à la raison. Peut-être avec un peu d'excès, mais qui ouvrent au moins la discussion possible. Ça crée une situation tellement nouvelle que l'État français n'a pas encore vraiment compris. Nous n'avons pas répondu. Or, le moratoire sur les armements, il va falloir l'enraciner dans l'histoire, dans les mentalités, et donc dans la réciprocité. Et le président de la République, par ailleurs, a tout récemment décidé de proposer que la France ratifie une charte européenne des langues minoritaires. Cette annonce, qui est vieille de moins de 2 mois, s'accompagne de celle qu'il nous faudra en France une réforme constitutionnelle. Le temps va être venu de faire avancer le droit, si j'ose dire. Mais vous allez voir, les crispations des défenseurs du droit traditionnel, on les devine déjà. Pour tout vous dire, j'ai même commencé à les entendre, avec inquiétude. Donc, nous avons besoin, peut-être, de ce que, non point la justice, comme institution, sans laquelle il n'y a pas de civilisation. Mais le droit renonce un peu de son impérium. La culture du droit veut qu'il soit sans faille et que son exécution soit sans bavure. Or, les affaires humaines sont des affaires inexactes, pas toujours répondant à la raison, jamais complètement grises, complètement blanches ou complètement noires, mais toujours un peu en gris. Et nous avons besoin de faire accepter dans la majesté d'un système de droit qui nous régit, peut-être un peu de flexibilité, ou de droit à l'expérimentation, ou de reconnaissance de la faculté de mettre le droit de côté de manière temporaire, sous condition d'un examen ou d'une validation, je ne sais. Toujours est-il que mon expérience de gouvernant, c'est d'avoir, pour le tragique, pour le bénéfique, le droit, c'est d'abord l'ordre public, c'est la sécurité, c'est la sécurité. Et au fond, c'est vrai, pas de civilisation sans droit. Mais la pratique du droit, au point où il est sclérosant, stérilisant et rigidifiant, devient un empêchement à faire évoluer la société. Le droit renonçant à son impérium, je crois que c'est ce que nous appelons la justice. Il m'a semblé, je n'ai pas osé le dire, voilà. Mais il m'a semblé comprendre quelque chose de ce genre. Mais bon courage, les amis. Mais je voudrais revenir quand même sur ce que vous avez appelé l'urgence. L'urgence propre à votre pratique de politicien, de Premier ministre. Harcelé par les médias. Harcelé par les médias. Moi, les médias ne joueraient pas à l'instant, comme ils le font tout le temps. On aurait peut-être le temps de travailler, le temps de prendre son temps pour traiter les problèmes. Ouais. Mais tout problème dont le politique est saisi, il l'est par des journalistes qui, eux, veulent de l'immédiat pour le lendemain matin. Oui. Alors, c'est intéressant ça, parce que après, je ne suis pas sûr, si je peux me permettre de dire les choses ainsi, que la question de l'urgence s'impose à nous uniquement à cause des médias. Je pense que... J'ai pas dit... Non. Mais la question de l'urgence est aussi liée intimement à la question de la justice. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il est vrai que nous vivons une époque ou une période
non pas de crise, mais de crise au pluriel et de menace. Je préfère le terme usure, quant à moi, ou épuisement, d'épuisement. Et que cet épuisement ou usure sont de plus en plus irréversibles. C'est vrai pour le dérèglement climatique, c'est vrai pour ce que vous avez appelé l'affaiblissement de l'État, c'est vrai aussi pour les conflits religieux et ainsi de suite. Où trouver la ressource pour en agir? Où trouver la ressource pour intervenir juste à temps? Voilà la question de l'urgence, juste à temps, dans le temps. Voilà, ça c'est une question, à mon avis, et je crois que c'est ce qu'essayait de dire Joseph quant à la différence entre la justice et le droit, ou en tout cas tel que nous essayons de concevoir ces différences entre la justice et le droit. Où trouver la ressource d'un agir juste à temps, dans le temps? Voilà. Où trouver cette ressource? Où trouver la ressource pour une justice qui interviendrait dans l'irréversibilité d'un épuisement qui serait celui de notre époque? Beaucoup de choses là-dessus. D'abord, faisons attention au vocabulaire. Oui. Les mots d'épuisement, d'usure, qualifient des désordres internes à un système connu. La remontée en puissance des peuples dont l'identité a été niée et leur entrée dans un combat maintenant plus fort, la grande affaire de toute la zone islamique. C'est pas un épuisement, ça. C'est au contraire un réveil, à l'évidence. De la même façon, le réchauffement climatique n'est pas du tout le produit d'un épuisement. Il est le produit d'un excès de produits polluants. Ou de l'épuisement des ressources naturelles. C'est le moins important. D'accord. Et le premier dont on est parlé, qui était celui du pétrole, c'est démenti par les schistes bitumineux et par le pétrole de schiste. C'est au point de nous compliquer la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est un peu inattendu. Non, il faut admettre que nous sommes face à des menaces qui sont externes à nos systèmes et que c'est ça la nouveauté qui nous rend plus difficile de combattre. Moi, en quoi la vraie ressource, c'est l'intelligence humaine. Il y a au moins une discipline scientifique, vraiment scientifique, dans laquelle le sens du temps, de l'urgence, a été maîtrisé complètement et qu'il est à l'ordre du jour du travail, c'est la médecine. Jamais, dans l'ordre des relations collectives entre les hommes, sociologie, ou moins encore économie. L'économie, c'est trop abrité derrière des principes abstraits et permanents. Le marché n'a pas de crise, dans la théorie. C'est formidable. C'est l'interdisciplinarisation du savoir et son enracinement dans la pratique réelle qui est Ascous, qui nous fera redécouvrir le sens de l'urgence. Mais on en a besoin. Car en effet, que l'intelligence maîtrise ce sens du calendrier est probablement la condition grâce à laquelle le droit pourra conserver sa majesté et sa respectabilité si on sait l'adapter aux secousses du temps réel. Ce que j'ai trouvé, Monsieur le Premier ministre, très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut penser la menace comme externe. Il faut penser la menace comme externe, non plus simplement comme interne, usure, épuisement. Si je peux me permettre, moi, j'ai du mal avec ça. Parce que je pense qu'au fait, la menace, elle est à la fois externe et interne. Bien elle sûr. est à la fois profondément externe, c'est-à-dire elle nous vient de l'environnement, par exemple, mais aussi par une certaine incapacité de cette faculté d'invention, de suspension du droit par une idée de justice. Pas de conflit entre nous là-dessus. D'accord. Et ce que j'aimerais vous poser comme question, alors, ce serait, dans cette incapacité que nous avons de régler la multiplicité de ces mutations, la multiplicité de ces menaces. Vous venez de dire... À la fois. À la fois. On n'arrive pas à combattre le réchauffement climatique parce qu'on a des soucis, parce qu'on a des crises et des menaces et des usures économiques. On n'arrive pas à combiner, Non, à faire la on synthèse. n'arrive pas à régler Alors, le réchauffement climatique parce qu'on a toujours la souveraineté nationale. C'est encore autre chose. Il y a un blocage dans le système décisionnel. Les pays pétroliers, soit l'Arabie Saoudite, soit la Russie, sont capables de dire non. Et ils nient, eux, les résultats des observations scientifiques, tout bonnement. Oui. Et alors, Et ça suffit. Oui. Ça suffit parce que notre droit veut l'unanimité.
Nous n'avons pas été capables, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de produire un droit décisionnel suffisamment clair. Mais alors, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'idée de justice, en ce qu'elle est quelque peu différente du droit, signifie que l'idée de justice n'est pas unanime, qu'elle ne verse pas dans la nécessité de l'unanimité? Seriez-vous d'accord pour dire que l'idée de justice, c'est ne pas être unanime? Et plus encore, est-ce que vous seriez prêt à vous distancier d'une certaine unanimité? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. La France était une république à une voix de majorité. C'était 1875. Je ne sais pas ce qui serait passé si on avait eu à voter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le concept d'unanimité est une imbécilité paralysante qui a tué tous ceux qui l'ont toujours touché. C'est depuis toujours. Il y a un système décisionnel quand une majorité arrive à imposer à une minorité qui n'en veut pas des règles de survie. C'est vieux comme le monde, ça commence avec le nommé Hammurabi, premier producteur de règles, il y a de ça 4000 et quelques années, avant même Ramsès. Le concept de règle, donc de droit, Oui. Il est consubstantiel à celui de civilisation. Et cette référence à la règle est toujours née dans des systèmes plutôt autoritaires. Je crois que c'est grâce à ça qu'elle est née. Ne rêvons pas. Et déjà, ce qu'il y a de magnifique dans notre avancée, c'est qu'il y a unanimité dans le respect de la vie, le respect de l'autre et le fait que l'autre a le droit de vote. Bon. Mais exiger qu'en plus tout le monde soit d'accord pour produire une avancée quelconque, c'est s'interdire d'avancer. Et ça devient une expérience qu'on commence à avoir suffisamment faite pour éviter d'avoir à la répéter. La justice se situerait donc sur les limites du droit. Elle se tiendrait aux limites du droit. Moi, avec la conception que je commence à comprendre du sens que vous donnez à ce terme, je dirais volontiers que la justice, c'est la qualité à laquelle doit répondre un bon système de droit, mis en place par l'institution judiciaire. Parce que le droit, ça s'écrit quand même. Il faut même écrire la coutume et même écrire la jurisprudence, et surtout la loi, bien entendu. Mais ça peut être équitable, ça peut être juste ou moins juste, ça c'est bien vrai. Alors, vous avez très bien parlé de l'urgence, de la nécessité de l'urgence, de l'agir dans l'urgence et dans la justice et le juste à temps. La finance et l'ordre public, la paix internationale l'appellent aujourd'hui. Ouais. Mais maintenant, j'aimerais vous poser encore une autre question philosophique. C'est quel est notre rapport à l'histoire, à nos traditions? Parce que, et je qualifie quelque peu ma question, parce qu'on a l'impression aujourd'hui, dans toutes ces crises, dans toutes ces mutations, ces transformations, on a l'impression que l'on perd une très large part, et c'est aussi dans l'éducation, on perd une très large part de notre rapport à l'histoire, de notre rapport à la tradition. Vous venez de mentionner, vous venez de parler des nations, on perd notre rapport à cette histoire. J'aimerais vous poser la question alors de savoir quel sera ce nouveau rapport à l'histoire qui est à la hauteur de ces mutations, de ces transformations, de ces crises, de ces déplacements, de ces mouvements que l'on ne peut pas arrêter, qui sont irréversibles. Autrement dit, si l'on doit s'adapter sans cesse, si l'on doit s'adapter à ces mutations, si l'on doit s'adapter à cette course aux mutations, que garder du passé? Qu'est-ce que l'on doit garder du passé? Qu'est-ce que l'on doit garder de notre patrimoine? Il me semble que la réponse à la question « qu'est-ce que l'on doit garder ?» etc. dépend beaucoup de l'analyse qu'on fait de la situation, et je ne partage pas la vôtre. Regardez la Chine. 6 000 ans d'histoire, 6 000 ans de dictature. Jamais, 40 ans de République de Sun-Yat-sen, d'expérience démocratique qui n'a touché qu'une toute petite élite et jamais le petit peuple. 250 à 300 millions d'internautes crient leur demande d'échange, de respect de l'autre
et d'un peu de démocratie, avant même la représentation parlementaire. Il naît en Chine à toute allure, c'est vrai aussi en Inde, mais différemment. Une classe moyenne nouvelle qui porte des valeurs qui sortent de chez nous. Qui sont de chez nous. Qui sortent de chez nous. Qui sortent de chez nous. Ah bah ouais. Oui, oui. C'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle est 1789 et elle est d'ici. Et la Chine est en demande. On considère maintenant que plus de la moitié des États d'Afrique élisent leur chef d'État de manière démocratiquement acceptée. C'était 10% il y a 40 ans. Ce n'est encore que la moitié, c'est pas beaucoup. Mais si ces bouleversements du monde, cette entrée de la Chine dans une relation avec nous qui est celle de la codirection, quand même, il faut changer beaucoup de choses. Ça ne nous donne pas l'autorisation de surestimer l'importance que nous accordons aux détails folkloriques de notre propre mini-culture dans un ensemble où le respect de la vie, le refus d'infliger la souffrance, la liberté de communication commence à être, il y a 25, 30, 40 ans, pas beaucoup plus. La signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies a été hypocrite chez beaucoup. Elle est de moins en moins en Chine, en Russie. Et si vous avez bien regardé ce qui se passe dans les pays arabes sunnites, il y a aussi une montée qui va... Les printemps arabes ont explosé dans des pays dont les structures et les institutions reçues de l'histoire ne permettaient pas encore qu'ils aient une suite, mais ils avaient cela comme cause. Donc, moi, je suis au contraire plus optimiste que vous là-dessus, et je crois que le corps de valeur, l'essentiel de ce que nous avons produit, et dont vous venez de demander qu'on le préserve, est effectivement préservé à condition de ne pas apporter trop d'importance à telle variante de centralisation ou de décentralisation, de démocratie représentative ou de démocratie directe par rapport à une démocratie déléguée ou extrêmement décentralisée ou fédérale. N'en rajoutez pas trop. Je ne suis pas... Moi, je pense que nous allons, au prix du règlement de violences terribles, et dans l'Asie de l'Est, et dans tout le monde musulman, nous allons tout de même vers une acceptation d'accords de valeurs plus communs qu'il n'aura jamais été. Si nous survivons à la phase très difficile où les dangers se conjuguent. Voilà ce que je crois. Mais ça va nous faire changer beaucoup. Et comme ça nous fait changer beaucoup, ça nous oblige déjà, par exemple, à traiter nos affaires d'Européens entre ceux qui acceptent que leurs systèmes sociaux nationaux soient mis en cause à cause de l'expérience de la guerre, c'est-à-dire à faire sans les Anglais, qui, eux, ne sont pas prêts à ça. Leur expérience, eux, n'ont jamais été envahis. Eux n'ont jamais eu à se poser le problème d'un mode de vie autre et n'ont jamais eu à mesurer le prix de la taille de leur pays par rapport aux problèmes du monde. Tout le reste des continentaux le savent. C'est pour ça que ce n'est pas faisable. Et je suis très frappé de l'hypocrisie générale du débat d'aujourd'hui où tout le monde pleure. Il faut qu'ils restent, on les aime bien, ils sont gentils les Anglais, ils sont démocrates, nanana. C'est les hostiles, les plus systématiques à l'idée d'un projet de société fabriquant un substitut d'identité nationale en jouant sur le continent européen. N'en veulent à aucun prix. Or, notre sauvegarde vient de là. Et nous, Allemands, Italiens, Belges, Espagnols, Portugais, on le sait, on a eu assez la guerre. Ça nous va bien comme ça. J'avoue que là, je suis un petit peu pris de court parce que je vous entends réhabiliter l'identité nationale, les identités nationales. Non, j'entends pouvoir faire l'Europe contre les identités nationales, se débarrasser de celles qui vraiment gênent. Mais c'est le point de départ. Pour le moment, on vote chez soi. Et pour arriver à ce qu'on vote en Europe pour un exécutif réellement européen, il faut partir de décisions qui se prendront chez nous, enfin. Ouais. Joseph. Merci beaucoup, Monsieur Rocard. Monsieur le Premier ministre, c'était très, très enrichissant. Un vrai bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.